Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle téléconférence de la Maison de l'Architecture, le cycle des voix inédites. Une émission en direct sur le compte Facebook Live de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, en télétravail. Car en effet, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ingrid Nappi, chercheuse dans le champ de l'immobilier d'entreprise. Bonjour Ingrid. Bonjour Olivier. Ingrid Nappi, vous êtes économiste et professeur de management en chercheur à l'ESSEC Business School depuis 1995. Vous êtes titulaire de la chaire Immobilier et Développement Durable de la chaire de recherche Workplace Management dédiée aux espaces de travail de l'entreprise. Par ailleurs, conférencière, vous êtes consultante et auteur de nombreux ouvrages et articles sur le thème de la vie durable et sur l'immobilier de l'entreprise et des espaces de travail. Vous avez lancé également le Grand Prix ESSEC de la ville solidaire et de l'immobilier durable qui récompense chaque année les initiatives privées les plus novatrices en termes de responsabilité sociale et environnementale face aux défis du réchauffement climatique et des fractures sociales. Vous êtes également présidente de l'ERES, European Real Estate Society, et membre experte du Conseil immobilier de l'État. Vous êtes fellow de la FRIX, Royal Institute of Chartered Surveyors. Vous êtes également membre des cercles des femmes de l'immobilier depuis 2002. Voilà donc plus de 30 ans que vous vous intéressez à l'immobilier d'entreprise. Vous venez de publier un ouvrage intitulé Révolution de bureau aux éditions 64, que nous allons voir tout à l'heure à l'écran. Alors, avant de commencer notre entretien avec Ingrid Nappi, je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos questions en commentaire de Facebook et je me ferai un plaisir de lui transmettre. Alors, Ingrid Nappi, j'ai une première question à vous poser. La crise sanitaire que nous vivons en ce moment bouleverse dans ses fondements même le monde du travail, tout le monde du travail. Pourtant, le monde de l'immobilier d'entreprise n'en est pas à sa première crise, il me semble. Alors tout à fait. Donc je vous propose de regarder le PowerPoint que j'ai présenté, Olivier, si vous pouvez avoir la possibilité de le projeter. Bien sûr. Alors, hein, on va faire ce qu'on va le mettre au début, ça sera mieux. Oui, et alors voilà. Voilà, donc tout à fait. Donc vous parliez de ce petit bouquin, de petit ouvrage Voilà. Révolution de bureau qui est paru il y a 2 ans maintenant, exactement. Et l'objectif, c'est de réutiliser ça avec une présentation dédiée au bureau post-Covid. Donc en effet, c'est une thématique, l'immobilier de bureau, que j'étudie depuis plus de 30 ans. Et alors, je ne sais pas si j'ai la main sur les slides ou si c'est vous qui les manipulez, mais Moi qui on les va ai, passer à mais la suivante. Et j'invite également les auditeurs ou à regarder les cahiers de la chaire que nous publions également sur le site de la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC, notamment le cahier numéro 4 et le numéro 5, qui permettent également d'illustrer les propos. Voilà, et on va terminer avec notamment une actualité également, c'est-à-dire le cahier numéro 8 qui est en préparation, qui va sortir très vite, les quartiers d'affaires et bureaux, non, avant, les quartiers d'affaires, non, avant, décidément, voilà, on ne bouge plus. Quartier d'affaires et bureaux dans la ville post-Covid, et également un ouvrage qui va paraître à la rentrée sur les espaces de travail dans le management de l'entreprise. Voilà, on peut aller sur et pour répondre à vos questions. Donc, en effet, pour faire simple, l'idée, c'est de dire qu'en effet, le marché immobilier de bureau n'en est pas à sa première crise et que c'est un marché, comme tous les marchés immobiliers, comme tous les marchés, mais particulièrement immobilier, cyclique. Donc, c'est-à-dire avec des périodes de forte croissance, voire d'euphorie. Et puis, alors, on va revenir simplement à la précédente slide, mais avec des périodes de forte croissance et d'euphorie, et puis des périodes marquées par des crises qui sont des moments de retournement. Alors, si on regarde, il y en a eu quelques-unes et c'est intéressant d'évoquer à ce sujet les étapes qu'on passe structurellement. Donc, ce sont soit des chocs exogènes, soit endogènes. Alors, plus particulièrement des chocs exogènes. Alors, par exemple, le premier, c'est celui qui intervient avec la crise du pétrole en 73, avec la guerre du Kippour, et puis le second choc pétrolier de 79. Et là, on voit vraiment qu'on passe d'un marché de bureaux, notamment si on prend le cas de Paris, surtout à cette époque-là, le marché des bureaux, il est essentiellement francilien et plus particulièrement parisien, puisque même ce qu'on appelle le secteur de l'Ouest et des affaires de l'Ouest n'est pas existant encore. Les premières opérations de transformation de ces zones plutôt
de renouvellement urbain à l'époque, hein, d'industrie, comme ça peut être le cas pour Boulogne-Billancourt ou même plus haut vers le Valois-Perret, etc. Ce sont de saines zones industrielles, des quartiers industriels qui vont être transformés en bureaux dans les années 80. Donc là, vraiment, on est sur un marché qui est essentiellement haussmannien de logement. Et c'est très intéressant parce que actuellement, si vous regardez l'actualité, on ne parle que de transformation de bureaux en logement, comme si c'était quelque chose de nouveau, alors que ce n'est pas nouveau. Alors, et c'est aussi un clin d'œil à l'histoire, puisque à l'époque, on est plutôt sur un marché de logement qui est transformé en bureau. Donc, on est sur un sous-marché de bureaux, de logements, qui va devenir un véritable marché locatif avec le bail en blanc, avec le bail investisseur, des locaux qui sont montés avec un risque spéculatif qu'on appelle des immeubles en blanc. Et tout ça va avoir son début à la fin des années 60 avec l'arrivée des Britanniques et des Chartered Surveyors que vous mentionniez tout à l'heure. Et on va avoir vraiment un marché, un premier marché qui va être dédié aux acteurs internationaux et aux investisseurs internationaux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la tour Montparnasse, qui à l'époque est une tour de bureau vraiment, à l'idée vraiment de l'immeuble de bureau dédié aux fonctions tertiaires de bureau, et notamment dans Paris, qui est une tour à l'époque en copropriété. Donc les premières tours de bureau avec l'investisseur unique qui va investir avec un risque locatif, je dirais, commence à la fin des années 60 à La Défense, mais plus particulièrement aussi, je prendrai l'exemple des tours Mercurial dont j'ai écrit l'histoire et qui est le premier immeuble à l'est de Paris pour faire le pendant de La Défense, 2 tours jumelles sur le principe du World Trade Center qui vont être montées complètement avec un risque locatif en blanc, détenues par un investisseur Trammell Crow, un américain, et qui vont subir de plein fouet le choc de pétrolier de 73. Donc, construction en masse de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, et puis elles ne sont pas louées. Une autre crise, c'est celle de 1991. Donc là, c'est à nouveau un conflit au Proche-Orient et notamment l'invasion du Koweït par l'Irak. Et là, on a une crise sans précédent, puisque pendant toute cette période euphorique des années 80 qui succède à la première période, eh bien, on va construire, on va transformer des anciens locaux, on va construire en blanc, notamment sur dans le quartier central des affaires, mais surtout dans le secteur des affaires de l'Ouest, que ce soit à La Défense, mais également dans ces petites communes limitrophes de Paris, enfin des petites communes en taille, en superficie, qui vont bénéficier d'un développement tertiaire sans précédent, jusqu'à l'éclatement de la bulle spéculative en 91. On va quand même avoir, et à l'époque j'écris mon premier ouvrage là-dessus, tenez-vous bien, Olivier, 4 millions de mètres carrés de bureaux vides dans Paris, alors qu'à l'époque, le parc de l'affaires de La Défense est 2 millions. C'est-à-dire qu'on a construit 2 fois le volume du parc d'affaires de La Défense en 5 ans dans Paris intramuros. Donc, cette crise de surproduction avec une vacance de plus de 20% est alors énorme et va engendrer, on l'oublie, les jeunes générations l'oublient, un fiasco total de nombreuses faillites d'acteurs immobiliers à l'époque très importants. Je pense notamment par exemple à la Sari, qui est une société de promotion immobilière qui dépendait de la Générale des Eaux et qui était très active dans le quartier d'affaires de La Défense, qui avait construit d'ailleurs à l'époque l'essentiel du quartier d'affaires de La Défense, qui va disparaître de la planète immobilière, et tant d'autres. Alors, et là, on passe vraiment avec la gestion de cette crise qui s'appelle la financiarisation de l'industrie immobilière, que j'ai aussi beaucoup étudié dans le cadre de mes recherches. On va passer de la valeur patrimoniale à la valeur financière avec l'arrivée des asset managers, avec l'arrivée de mécanismes et de gros investisseurs internationaux. Certes, ils étaient déjà présents avant, notamment les Japonais, par exemple, ou les investisseurs du Moyen-Orient, ou les investisseurs suédois, par exemple, pour les tours Mercurial. Mais on a surtout des investisseurs internationaux anglo-saxons qui sont alimentés par des banques d'affaires et qui sont très court-termistes, qui vont vraiment chercher des taux de rendement interne très élevés, avec des montages plutôt spéculatifs, jouant de l'effet de levier, et ils vont changer complètement la chaîne de valeur de l'immobilier. Alors après, donc, tout ça va très bien. On a bien sûr une autre crise beaucoup moins importante en termes de vacances, etc., mais qui a fait aussi des ravages sensibles. C'est la crise, bien sûr, de 2008, avec la chute de Lehman Brothers. Et là, intrinsèquement également, je dirais de manière endogène, c'est également, on s'aperçoit, et ça c'est un choc important, que la valeur financière ne fait pas tout, parce qu'on ne parlait que de valeur financière. C'était le langage des asset managers, des investment managers, etc. Et qu'on s'aperçoit que créer des immeubles parce qu'il y a une opportunité financière pour le faire, alors que ces immeubles
vides, montés de manière avec un risque locatif et donc de manière spéculative en blanc, s'ils ne correspondent pas à des besoins clairement identifiés d'utilisateurs et d'usagers, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui devant un profil d'architecte, s'ils ne répondent pas aux besoins, eh bien en fait, il y a un vrai problème et c'est le 2008, l'histoire de 2008 qui va le démontrer. Donc, on va s'intéresser dès lors à la valeur d'usage de l'immobilier et là, c'est très compliqué parce que déjà, en économie, c'est compliqué la valeur d'usage et la valeur d'usage en immobilier, c'est encore davantage. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a une autre évolution qui va arriver maintenant avec la crise du Covid. Et donc, de la valeur d'usage, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux besoins des usagers et on voit que ces besoins évoluent avec la crise sanitaire. Et puis, entre-temps, on a eu aussi cette révolution environnementale qui a beaucoup aussi changé les mœurs, à la fois des investisseurs qui, au départ, ont rigolé un peu en disant qu'est-ce que ça veut dire, c'est une histoire de bobo, d'écolo. Aujourd'hui, tous ces investisseurs communiquent pour des raisons également de notation sur les marchés financiers, sur les critères environnementaux, durables de leurs bâtiments. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la notion de valeur sanitaire et c'est la notion de, en fait, voilà, que sera l'immeuble de bureau de demain. On entend le tout et son contraire, on entend beaucoup de choses et je pense que c'est là-dessus que vous voulez que je m'exprime aussi. Avant, je vais peut-être passer sur l'autre slide qui est intéressante parce que ça montre le lien entre ces crises et le type d'immeuble. Donc, si vous voulez bien, donc sur cette première période des années 70, on passe vraiment, donc c'est celle qui suit, voilà, de l'immeuble haussmannien qui reflète vraiment le bureau non fonctionnel avec des cloisons qu'on ne peut pas abattre, enfin c'est typiquement le bureau haussmannien classique qui n'est pas fait pour du bureau. Donc, à l'invention de l'open space et des immeubles de bureaux fonctionnels, en progrès également, la révolution informatique, etc. Et puis, bien sûr, l'immeuble, on l'oublie, mais la tour de bureau est très vite rejetée au milieu des années 70 avec le choc pétrolier parce qu'elles sont très énergivores, donc on l'oublie. Une bonne partie du quartier d'affaires de la Défense est vide, ces immeubles ne se louent pas, alors qu'en fait, ils reflétaient réellement l'immeuble fonctionnel nord-américain, typiquement les quartiers d'affaires qu'on aurait pu rêver à l'époque. Puis après, on a aussi un immeuble très particulier qui va faire aussi beaucoup parler de lui, c'est l'immeuble, ces grands paquebots immobiliers parisiens qui ont été rendus possibles par une volonté très forte de la mairie de Paris. Je tiens à le préciser pour comprendre, puisqu'on a quand même un marché des bureaux qui est essentiellement parisien. Simplement, rapidement, il y a quand même plus de 20 millions de mètres carrés de bureaux dans Paris, intramuros. Il y en a plus de 12 dans le quartier central des affaires qui est petit. Il y en a un peu plus de 4 à la Défense et toute la région Île-de-France, c'est 55 millions. Ça fait que Paris, avec Londres, est le plus gros marché européen. Et que déjà, dans Paris, un intramuros, c'est 20 millions, ça fait beaucoup comparativement au marché de Francfort, de Bruxelles ou même de Berlin. Donc, en fait, ces immeubles standards internationaux, c'est très important. Olivier, si vous me permettez quand même d'insister là-dessus, c'est que vous voyez bien qu'il y a des périodes, il y a des modes, et que l'immeuble aujourd'hui qu'on pense aujourd'hui, si ça tombe dans 5 ans, il sera complètement révolu. D'où l'intérêt d'avoir des immeubles réversibles. Je reviens juste un moment sur cet immeuble de paquebot parisien, monté en blanc, monté avec un risque locatif absolu puisque pas d'utilisateurs, et puis qui vont être livrés au moment même du retournement de la crise, avec du façadisme, c'est-à-dire, vous vous souvenez, on gardait les façades des immeubles, on détruisait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et on transformait des îlots haussmanniens en de véritables immeubles de bureaux de 60 000 m², entre 30 et 60 000 m², d'où leur nom de paquebot parisien. Rendu possible par la mairie de Paris avec le fameux COS de fait, le coefficient d'occupation des sols de fait. Alors après, bien sûr, ces immeubles-là aux standards internationaux, 2,70 m de hauteur sous plafond, qui répondent aux besoins imposés par les nouvelles technologies, notamment l'informatique, et notamment des faux planchers et des faux plafonds, bien rapidement vont ne plus répondre aux besoins des utilisateurs, alors que nous passons dans une nouvelle ère qui est celle de la valeur d'usage, des utilisateurs qui ont besoin que l'immeuble soit la vitrine de leur politique RSE, qui soient notamment des immeubles moins énergivores, et on va avoir ces fameux campus d'entreprise. Et donc, de la tour, on passe au campus, et on a un rejet des tours de bureaux vers les campus de nouvelle génération. Pensez au campus, à ici les Molinos de Microsoft, d'IBM et tant d'autres qui marquent vraiment les années 2000 et la fin les années 2010. Et puis, cet immeuble végétalisé aussi important où on va intégrer une partie de végétal puisqu'on se rend compte que ça répond aussi aux besoins des entreprises.
Je voudrais faire un point très important pour comprendre la situation aujourd'hui, qui est liée au coworking et à l'immeuble, au manque de bureaux dans Paris. Il y a une situation qui, à mon avis, doit être réfléchie. C'est l'importance de la French Tech. Donc, je peux peut-être vous laisser vous montrer cette slide qui montre cette marque de la French Tech. Et en fait, de cette économie numérique et surtout de la volonté de la maire de Paris à l'époque et de son directeur de l'urbanisme, Jean-Louis Missica, que nous avions interviewé dans le cahier numéro 4, dont je vous ai montré la couverture au départ, qui vraiment insiste sur le fait, donc là vous avez ce label French Tech qui est une marque qui est donnée aux métropoles ou à certaines entreprises qui innovent, notamment des startups, donc c'est l'économie des startups, et Paris veut devenir la capitale mondiale, ou en tout cas européenne, par rapport à sa concurrente historique qui est Londres, capitale financière, eh bien Paris veut devenir la capitale européenne de l'innovation. Et donc, pour ce faire, eh bien, il faut donc susciter les startups, alors qu'il y a une fuite des cerveaux vers Londres notamment, et nous, on le voit bien dans nos enquêtes. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de capter les jeunes talents, capter ces startups, et tout va être fait pour alimenter une offre locative de coworking dédiée aux startups, beaucoup plus flexible, avec la station F, bien sûr, qui est le plus gros campus de startups en Europe, si ce n'est au monde, je crois. Et donc, cet arc de l'innovation qui est lancé en 2015 et toute cette période où on a le cargo également, les anciens entrepôts McDonald's au nord de Paris, tout est fait pour encourager une offre locative de coworking au détriment même d'une offre locative de bureaux classiques traditionnels. Voilà comment je peux répondre à votre question. Nous ne sommes pas à la première des crises, nous ne sommes pas à la dernière des crises. Je reste persuadée que la révolution sanitaire est en marche et qu'elle sera peut-être brève, puisque lorsque, supposons, soyons très positifs, nous aurons résolu et que nous ferons vacciner peut-être chaque année, mais que donc ce ne sera plus trop un problème, je pense que nous n'aurons plus envie du tout, et toutes les crises le montrent, de revenir sur des caractéristiques d'immeubles ou sur des produits en tout cas, parce qu'on parle bien de produits, qui reflètent une période très mal vécue par la plupart des employés de bureau, et donc on aura envie de passer à autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la littérature. Voilà, donc on n'aura plus envie de parler de l'immeuble Covid. C'est vrai que effectivement, l'immeuble, le coworking aujourd'hui, enfin, on a envie de travailler différemment et le coworking est très présent dans Paris. Par contre, ils ne semblent pas rencontrer le succès escompté. On entend dire que même plusieurs immeubles de coworking ont un peu de difficultés. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, parce qu'aujourd'hui, justement, en cette période sanitaire difficile, le coworking est basé sur le principe même. Alors, d'abord, le coworking, au départ, c'est pour les startups. D'accord, tout le monde ne fait pas du coworking. Après, on a eu, parce qu'il y a une pénurie d'offres locatives dans Paris et une sorte de monopole des espaces de coworking par les grands opérateurs, on a eu des entreprises qui, à défaut de pouvoir louer des espaces très chers dans Paris. Ceci dit, vous savez, il faut quand même raisonner sur le coût du coworking par salarié. Quand on prend tout en compte, il revient parfois aussi important que le coût d'un loyer prime. Ceci dit, il est beaucoup plus flexible. Donc, en fait, on a une offre locative qui disparaît complètement. Et donc, aujourd'hui, quand on veut travailler dans Paris, eh bien, en fait, on ne peut avoir que du coworking, donc pratiquement. Ou du corpo working qui est encore autre chose, mais qui repose sur le principe du bureau partagé, donc pas de poste de travail attitré. Alors, je vous propose Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est que le corpo working, parce que c'est justement une notion très intéressante. Le corpo working, c'est le principe justement d'espace de travail non partagé, donc libre d'accès, où vous avez des fournisseurs de ce service qui devient un service de plus en plus développé pour les entreprises qui justement ne souhaitent pas être dans des espaces de coworking en mélangeant leurs collaborateurs avec des startups, enfin voilà, pour des questions parfois aussi de confidentialité. Et donc, ils vont privatiser ce type d'espace là où c'est possible, donc auprès de ces prestataires. Donc, c'est une nouvelle offre de service qui vient se substituer à l'offre locative classique. Ça fait un peu penser à l'hôtel d'entreprise qu'on avait avant. Vous savez, on appelait ça des World Trade Center ou je ne sais pas quoi.
Oui, c'est un peu ça. On avait également ça pour l'offre Régus également, qui est beaucoup plus ancienne. Donc, en soi, c'est un avantage. Enfin, je veux dire, comme pour tout produit, il y a des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut, c'est raisonner de manière plus structurelle. Alors, je vous propose justement de regarder un peu, pour définir le bureau post-Covid, les quelques slides que j'ai mis sur nos enquêtes, pour que vous compreniez un petit peu. Et donc, je voulais vous proposer de regarder très rapidement notre enquête Mon bureau de demain, qui est une enquête que vous retrouverez auprès de la chaire Workplace Management de l'ESSEC, et là, qui est une enquête qui est menée en ligne depuis maintenant 4 éditions, donc une en 2013, une en 2016, une en 2018 et l'année passée, fin 2020. Ça s'appelle Mon bureau de demain, et comme vous le voyez, c'est comment les futurs managers, que sont les étudiants de l'ESSEC, voient leur espace de travail à la sortie de l'école. Alors évidemment, quand on a sorti cette enquête, on a eu des éloges et puis on a eu aussi des critiques nombreuses, comme toujours, pour dire oui, mais ce sont des étudiants, ils ne connaissent pas la vie au bureau, ils ne savent pas. Alors bien évidemment, nous avons proposé cette enquête à des étudiants qui ont déjà une expérience professionnelle de 18 mois, comme c'est le cas aujourd'hui dans les écoles, et donc ils savent exactement ce qu'il en est. Alors non, ne zoomez pas, ce n'est pas besoin, puisque je vais faire après des slides. Donc, et puis par la suite, les personnes iront le voir directement. Ce qu'il faut marquer, c'est quoi? On est en 2013, donc on est en pleine euphorie sur le marché immobilier. À peu près 500 étudiants qui répondent. Juste, vous voyez, il n'y a même pas besoin d'agrandir. 40%, c'est au milieu, à droite, considèrent que l'espace de bureau est déterminant dans le choix de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà important. Ça montre vraiment la transformation immobilière à l'époque. Et un autre chiffre, vous ne voyez pas, mais je vous le dis, c'est la petite carte de France en bas. Et l'essentiel veulent aller dans Paris intramuros, 58%. Alors, on va me dire, oui, mais ce sont des étudiants parisiens, donc c'est normal, ils veulent retourner là où est papa et maman. Son papa et maman. Non, bien évidemment, ce n'est pas normal et surtout, ce ne sont pas que des étudiants parisiens. Donc, et puis surtout, on voit au départ 93% tout le temps ne veulent pas d'un bureau classique. Donc, on est dans les pleins esprits, coworking, pas coworking à l'époque, on est sur les tiers-lieux, on est sur des bureaux de start-up, etc. On passe sur le schéma d'à côté. Là, on voit que c'est déjà un peu moins 36%. Bon, ce n'est pas la même population, donc on ne peut pas trop en dire. On voit par contre que le poids de Paris continue à monter. On est à 60%. Et puis surtout, 87%, c'est le premier chiffre en haut, veulent aller au bureau. Donc là, ça commence déjà à interpeller. Et ils considèrent même qu'être dans les tiers-lieux, ils considèrent qu'ils sont moins efficaces dans les tiers-lieux, pratiquement à 2 tiers. Et ils en ont connaissance. Attention, ce ne sont pas des étudiants simplement sur des bancs d'école qui n'ont jamais mis les pieds dans un bureau. Alors, je vous propose de passer à la suivante, qui est la slide de 2018. Donc, là, à gauche, concernant, justement, on change et donc, on s'aperçoit qu'ils sont maintenant en coworking et ils sont prêts à y aller à 30%. Pas plus, mais bon, ça commence à prendre du temps, d'une proportion, mais surtout, ce qui est très intéressant, je le montrerai après, c'est le flex office qui apparaît, qui est donc la même chose que l'esprit coworking, où on va avoir la possibilité de ne plus affecter des espaces aux personnes, mais surtout d'avoir des espaces qui ne sont même pas avec des postes de travail attribués, mais vraiment l'esprit coworking en entreprise. Et là, on s'aperçoit que 50% des étudiants ne veulent pas le faire, et notamment, le ratio est encore plus important pour ceux qui en ont déjà expérimenté l'usage du flex office dans leur stage. Et puis, la dernière enquête que je vais présenter maintenant rapidement, et puis je viendrai après sur l'enquête Mon bureau post-confinement. Alors justement, si vous passez rapidement les slides, qu'est-ce qu'on voit dans leur dernière enquête concernant ces jeunes? Bon, ils pensent, alors cette enquête, elle est menée en octobre, novembre, donc on a déjà eu le confinement d'avril-mai, la plupart sont en stage, ont pu aller en entreprise, d'autres pas du tout, donc ils savent ce que c'est de travailler en télétravail. Donc ils pensent qu'aller au bureau est essentiel, malgré l'essor des tiers-lieux et du télétravail. Quand on parle du bureau, c'est l'entreprise, c'est le siège, enfin en tout cas l'établissement. L'espace de travail devient toujours déterminant dans le choix de leur employeur. On continue. Voilà. Donc, et ils veulent justement, 87%, ce qui n'était pas le cas avant, veulent un bureau avec un poste de travail attribué. Donc là, on est vraiment, on voit le côté besoin de prendre en compte des considérations sanitaires. Ils veulent un poste de travail attribué. On continue également pour être dans les temps.
Comment veulent-ils répartir leur temps de travail? Ben, même chose, essentiellement au bureau, au télétravail 30%, c'est-à-dire une journée par semaine, voire une journée et demie. Et surtout, ce qui change énormément, c'est que Paris est complètement en baisse. Donc là, on le voit, il y a un besoin d'aller en région, en tout cas plus au vert. Et d'ailleurs, dans une autre enquête que nous avons faite, qui était Ma ville de demain, on le voyait, ce besoin vraiment avec Harris Interactive, donc pas uniquement sur la population des managers, des futurs managers, mais de tous les étudiants de toutes les universités de France et de Navarre, un besoin vraiment d'aller vers des villes plus petites, de taille moyenne. Et donc là, il y a vraiment une très forte chute, 55% en 2018, en 2016, on était à 60%. Donc là, on a une très forte chute d'une envie de travailler dans Paris intramuros. L'attractivité parisienne, en fait, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, on continue peut-être. Voilà. Et donc ça, c'est, vous voyez, sur l'histoire du coworking et du flex office, ça c'est pour l'enquête 2018, donc c'est pas avant la crise sanitaire, bien très peu en fait. Il y en a 30% qui n'en veulent pas du tout. Et le flex office, 50% pardon, qui ne veulent pas du flex office et 30% qui ne veulent pas du tout travailler dans des espaces de coworking. Ce qu'on a vraiment mis en avant. Donc moi, je dirais qu'il faut aussi faire très attention entre le marketing, forcément, de ces espaces de travail où on a, et ils répondent à des besoins très clairs, identifiés, indispensables de start-up. On ne voit pas une start-up faire autrement que se développer dans des pépinières ou dans ce type d'espace, mais pas que. Et c'est ça qui est important. Alors, on continue concernant l'enquête Mon bureau post-Covid que vous souhaitiez que je vous présente. Alors là, concernant cette enquête, on est en train de mener la troisième. On a mené 2 enquêtes pour l'instant, qui est mon bureau post-confinement, la gauche, où là, l'idée, on était en plein confinement, hein, c'était au mois d'avril de l'année passée. Je me suis dit, mais en fait, on pose toujours la question de mon bureau de demain auprès des étudiants, mais qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui sont aujourd'hui contraints de télétravailler? Comment ils voient leur bureau à la sortie de ce confinement, qu'on s'attendait tous à que ça soit fini, qu'on n'en reparle plus? Donc là, on a interrogé 800 employés de bureaux, une enquête en ligne. Et là, on s'est rendu compte, et ça c'est intéressant, parce qu'après, il y a eu beaucoup d'enquêtes, c'est l'objectif de la chaire de recherche académique, c'est de faire très attention, de vérifier que les variables sont corrélées avec des tests statistiques significatifs. Enfin, on ne le fait pas à la légère, on le fait de manière très rigoureuse pour en faire des articles après académiques. Là, on s'est intéressé à tous les employés de bureau. Donc là, on s'est aperçu que pendant le premier confinement, eh bien, comme vous le voyez, 47% des répondants considèrent que leur espace de travail ne correspond plus. Donc, il y a vraiment une crainte très forte à l'époque, et ça change, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il y a une crainte très forte à l'époque de revenir dans le bureau classique. Et vous voyez qu'en haut à droite, ce pourcentage de 47% est beaucoup plus important, notamment en flex office. Pour ceux qui sont en flex office à l'époque, essentiellement des Parisiens, parce qu'on verra que le flex office, il est très peu développé en province à l'époque, en région, eh bien, ça monte à 59%. Donc, c'est quand même très important. Et 71% ne sont pas du tout favorables au partage du poste de travail, ce qui est typiquement le flex ou le coworking, pour répondre à votre question, au retour post-Covid. Bien évidemment, on est reconfiné, je vous rappelle, en début novembre, et nous, on monte cette enquête en septembre, mon bureau post-confinement 2, pour dire, bon, bah maintenant, tout ça est passé pratiquement derrière nous. Comment vous voyez les choses? Alors là, on a 2643 employés. On a eu pratiquement 3500 répondants. Tout n'était pas exploitable, donc on a pu exploiter 2643 employés. Et je dis bien employés, vous allez voir que ça a son sens. Alors, peu veulent du flex, très peu. Et vous allez voir, je vais en parler après. Et surtout, on verra que tout est lié au statut des CSP, notamment au statut d'être manager ou collaborateur ou directeur. Pas du tout les mêmes besoins. Entre femmes et hommes, quand on est collaborateur ou manager, pas du tout les mêmes besoins. Voilà. Et donc, surtout, donc, je vais vous donner les résultats que vous attendiez. Donc, on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Alors d'abord, je fais appel jusqu'au 2 mai parce que nous menons donc notre nouvelle enquête, mon bureau post-confinement 3. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir donner les résultats qui intègrent cette fois-ci le concept des tiers-lieux, qui intègrent la taille des ménages, qui intègrent le fait d'avoir des enfants ou pas, et qui fait le point sur ces 5 derniers mois. Donc, troisième expérience de confinement, avec des variables beaucoup plus, entre-temps, qu'on avait besoin et qu'on a complété.
Donc voilà. Donc alors, concrètement, vous voyez un petit peu le type d'espace de travail entre les deux enquêtes. Ça, c'est intéressant. On voit en foncé le premier confinement, en clair le deuxième confinement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les espaces de coworking, on en veut moins. On voit que le flex office, on en veut encore moins. On passe de 6 à 4. Alors, ce n'est pas la même population, vous me direz, mais ça représente quand même des choix. Le télétravail, on en veut moins aussi. Alors, télétravail, ça, c'était en plein temps, hein, d'accord? Donc, c'est est-ce que vous voulez que tu télétravail complètement? Principalement, donc c'est 3 jours, 4 jours par semaine. Principalement, vous voulez aller où? Et on voit bien que le bureau fermé individuel, ou en tout cas le bureau fermé partagé, c'est-à-dire pas le flex, pas l'open space avec poste de travail attribué, mais vraiment des petits espaces de travail fermés, partagés, mais fermés avec un poste de travail attitré, sont largement plébiscités. Largement plébiscités, ça c'est assez marquant. Hein. Alors justement, je vais vous montrer d'autres choses qui sont aussi très intéressantes et passionnantes. Alors, on continue là-dessus. Cette slide, elle résume à elle seule déjà une évolution qui n'est pas du tout corrélée avec l'évolution des bureaux tels qu'on peut s'imaginer, puisqu'on a l'impression qu'on va plus vers le coworking, le flex office, et on voit que les salariés veulent exactement l'opposé. Oui, alors le flex office est une solution. Il faut faire la différence entre la solution proposée par les équipes de management et ce qui est proposé, qui est demandé par les utilisateurs. Nous, c'est une enquête exprimant les besoins des usagers. Et donc, vous savez très bien que, enfin, c'est pas nouveau, que le flex est surtout une question de réduction des coûts de l'immobilier et surtout une solution face au coût exorbitant de l'immobilier. Deuxième poste de dépense après le salaire, poste qui ne fait qu'augmenter depuis une quinzaine d'années lié à la financiarisation de l'immobilier. C'est pour ça que je voulais en parler au tout début. Donc forcément, et dans la mesure où le télétravail est souhaité pas à plein temps, mais au moins une journée par semaine ou deux, là, le modèle économique pour les entreprises change parce qu'on ne peut pas, en région parisienne en tout cas, et principalement dans Paris première couronne, là où les prix sont les plus chers. Donc évidemment, je veux dire, c'est du bon sens que de dire on ne peut pas tout avoir, donc c'est un choix. Donc si on fait du télétravail, on a le flex office. Et comme on ne peut pas choisir en fonction des gens, un plateau flex, un plateau… Alors après, c'est surtout en fonction des fonctions et des types de postes. Alors je vous propose quand même, Olivier, si vous voulez bien, de passer aux slides suivantes. Donc en résumé, là, c'est concernant l'enquête Mon bureau post-Covid 2, et j'espère que j'aurai le plaisir de vous présenter plus tard quand nous aurons les résultats de l'enquête 3. Donc, l'expérience est plutôt mitigée. Vous voyez, à moins d'une personne sur deux a une expérience positive de ce confinement de l'année passée. Hein, d'accord. Pas beaucoup se disent plus efficaces par rapport au bureau. Ils sont très, quand même aussi, un sur deux aussi, impatients de retrouver leur bureau. Et vous savez, on a beaucoup parlé de cette question de si vous avez envie de déménager, comment ça marche si vous voulez déménager. Ben là, on s'aperçoit en fait que ceux qui veulent déménager, donc un quart seulement ont envie de déménager. Et sur ces un quart, 1 sur 2 a déjà cherché un logement. Et on voit que cette première recherche, c'est principalement 50% en milieu rural ou en petite ville. Donc, c'est très clairement indiqué, et notamment à pratiquement 3/4, vous voyez, pour d'une maison individuelle avec jardin. Et on voit bien que, et il n'est pas indiqué, mais 49% qui ont aussi, c'est indiqué là, ont déjà ceux qui sont en appartement et principalement à Paris. Alors, entre l'envie et la réalité, il y a des gens qui ont envie de le faire, mais qui ne le feront peut-être jamais. Alors ça, aussi, Olivier, je vous donnerai les résultats dans un mois, puisque c'est l'objectif de cette enquête. Donc, nous espérons avoir autant de réponses. Par rapport au bureau, je me disais, par rapport au bureau, il y a quand même cette notion de vouloir, entre ce que veut le salarié et ce qui est intéressant financièrement pour l'investisseur en matière d'immobilier d'entreprise, c'est aussi différent. Oui, alors peut-être que je peux répondre à votre question en montrant d'autres données complémentaires. Alors, l'espace de travail idéal, bon, on voit qu'il y a une différence sensible entre la position hiérarchique, entre les décideurs, les cas dirigeants, les managers et les collaborateurs. Donc, les dirigeants qui avaient déjà cette expérience préalable, ils ont vraiment, bien sûr, généralement dirigeant à un bureau individuel,
OK. Puis surtout, ce qui était intéressant, c'est quand on a regardé la population des fonctionnaires, ils ont une préférence beaucoup plus marquée que les autres catégories pour le bureau individuel. Et là, on s'aperçoit aussi que traditionnellement, même si l'État est en train de changer, beaucoup de ministères sont en train d'adopter le flex office ou en tout cas d'avoir des solutions beaucoup plus souples. On voit que historiquement, bien sûr, ces bureaux sont plutôt des bureaux de type des années 60 ou 70 ou dans les systèmes administratifs. On a des bureaux beaucoup plus attitrés à des personnes. Alors, là aussi, vous voyez bien que ceux qui travaillent à Paris, en région Île-de-France, ont une préférence beaucoup plus importante pour le télétravail, certainement liée, comme on l'a dit, aux mobilités, et pour le flex office, parce qu'ils sont déjà habitués, comme le flex office est quand même beaucoup plus courant en région Île-de-France. Alors, la génération Z, ça aussi c'est très intéressant, c'est très jeune. Et les millennials, qui sont ceux qui ont moins de 40 ans, ils sont beaucoup moins réfractaires au flex office également par rapport aux autres générations. Alors, on termine, on continue. Alors, post-confinement, donc en septembre 2020, comme on le disait, hein, plutôt du bureau traditionnel, d'être plutôt au bureau quand même la moitié de la semaine, donc 2 jours et demi, voire 3 jours en entreprise, moins à la maison. Le télétravail, 3/4 veulent continuer, tout le monde ne veut pas le continuer, et maximum 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, on chute tout de suite dans les fréquences. Et la fonction du bureau, on en parle beaucoup maintenant, c'est assez courant de le dire, beaucoup plus pour un lieu de la machine à café, on va dire la participation à la vie de l'entreprise, qui n'a pas rêvé de pouvoir aller voir ses collègues et régler un problème en 2 minutes, alors qu'on n'arrive plus à joindre les gens par téléphone, les lignes sont saturées, on va dire, et les gens sont moins disponibles puisqu'ils sont à la campagne. Donc, possibilité d'accéder à des tiers-lieux et télétravail, 60% ne sont pas prêts à déménager. Parce que là aussi, l'idée, c'est de se dire, mais si on vous donne un tiers-lieu et on vous donne la possibilité de télétravailler, est-ce que vous allez vouloir déménager? Pas forcément, non. Donc ça aussi, c'est une fausse idée. Alors, je voudrais vous montrer les 2 dernières slides, si vous voulez bien. Alors, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, étant donné ce confinement actuel, notamment quand les enfants ne sont pas gardés soit par les crèches, soit par les écoles, etc. Et là, c'est assez intéressant de voir que l'expérience diffère statistiquement, hein, selon le genre, mais surtout selon le type si on est collaborateur ou bien employé ou bien manager. Donc, vous voyez que l'expérience de travail lors du confinement était beaucoup plus positive pour les hommes que pour les femmes. Et statistiquement parlant, hein, il n'y a aucune différence sinon entre les hommes et les femmes par rapport à le fait d'être efficace au travail ou par le fait d'avoir envie ou pas de retourner au bureau. Par contre, l'expérience est jugée beaucoup plus positive pour les hommes. On va se demander pourquoi. Et puis, les collaborateurs hommes ont une préférence. Donc là, quand on parle de collaborateur, c'est l'employé classique, hein, pour le bureau fermé partagé, l'open space et le flex office que les femmes. Et les femmes collaboratrices ont plutôt, elles, envie du bureau individuel ou du télétravail. Le coworking, c'est indifférent. Par contre, ce qui devient intéressant, et c'est la dernière slide. Et alors, pourquoi les hommes ont jugé plus positif l'expérience du confinement? Parce que quand vous étiez en confinement, vous vous souvenez de mars-avril l'année passée, les écoles étaient fermées, beaucoup de choses étaient fermées quand même. Donc, les femmes, en même temps, on a des verbatims intéressants, c'est-à-dire c'est très difficile de gérer à la fois l'école des enfants, puisque l'école était censée être faite par les parents, même s'il y avait un rôle qui était peut-être attribué entre le père et la mère, c'est quand même bien souvent le cas de la mère et l'enfant réagit différemment en fonction de la mère et du père. J'en sais quelque chose. Donc, je pense qu'il y a cette différence-là. Il faudrait revoir tous les verbatims qu'on a remis, bien sûr, à nos partenaires de la chaire. Je voudrais vous montrer quand même la slide suivante, Olivier, comme le temps passe. Donc, et là aussi, ce qui est intéressant maintenant, si on regarde les femmes entre elles, et qu'on regarde, c'est des différences significatives entre la femme manager, dirigeante et manager d'équipe, et la femme collaboratrice, donc l'employée, on va dire plutôt exécutante ou collaborateur dans le langage managérial. Eh bien là, on voit que chez les femmes managers, par rapport aux collaboratrices, le travail lors du confinement, l'efficacité était beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, le confinement ne convient pas à tout le monde et on le voit bien. La perception du confinement et de l'efficacité au travail, elle est autre chez les personnes qui n'en avaient pas déjà l'habitude auparavant
parce que rappelez-vous quand même que les RT, où on avait l'habitude de temps en temps, parce que quand on est dirigeant, on va chez le client, on bouge davantage que l'employé qui est classiquement au bureau, qui a des heures bien limitées au bureau, une plage horaire au bureau, il est moins souple et adaptatif dans certains cas quand il doit travailler chez lui. Alors, et dernière slide, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est intéressant. Donc, les femmes qui ont des postes de manager ont une préférence beaucoup plus importante pour les bureaux individuels, on savait, et les espaces en flex office. Parce qu'en fait, généralement, elles y sont moins. C'est-à-dire que le flex office, on y est, mais on est aussi chez le client, on est beaucoup plus autonome en fonction de la gestion de son temps. Ce qui n'est pas du tout le cas des femmes collaboratrices qui ont, elles, une envie beaucoup plus importante pour des bureaux fermés partagés parce qu'elles y sont pratiquement toute la journée. Ou alors au télétravail pour celles qui peuvent se le permettre et qui ont l'espace pour cela. La proportion de femmes managers qui veulent poursuivre l'expérience du télétravail dans le futur est supérieure à celle des collaboratrices, là aussi. Et là, dans la troisième enquête, on va faire le lien avec la taille du logement, le nombre de personnes à charge mineures dans le cas des confinements. Et puis enfin, donc, la proportion de collaboratrices qui ne veulent pas poursuivre l'expérience du télétravail est supérieure à celle des femmes managers. Donc là aussi, je pense que ça, c'est très intéressant, c'est de voir que le télétravail, il n'est pas partagé par tous. Et généralement, on a beaucoup d'enquêtes sur le télétravail, mais on ne fait pas la distinction selon le CSP, selon le secteur d'activité, selon l'âge et selon la taille des entreprises. Ça, c'est vrai. Mais j'aurais tendance à dire que pour les hommes, les 4 points qu'on voit là s'appliquent aussi. Pardon, pour les hommes. Ah non, non, justement, si je vous montre ça, c'est que les différences sont significatives. Je ne vais pas mettre des slides pour parler de différences qui ne sont pas significatives. Ah, c'est étonnant. Ouais, okay. Oui, c'est assez étonnant et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener également. Et donc, vous savez, à l'époque, on parlait de back-office et de front-office. Je pense que pour parler du bureau post-Covid, si on peut conclure par là, je ne sais pas si encore une slide après. Non. Donc, si on peut conclure par là, vraiment, je ne sais pas si vous voulez qu'on partage encore l'écran ou pas. Non, on va. C'est important. À l'époque, on parlait dans les années 70 et 80 du back-office sur du front-office. Vous savez, c'est la méthode, le concept vient des anglo-saxons. Et dans la tour de bureau new-yorkaise classique, vous aviez le back-office. Le front-office, c'est celui qui pouvait être à la lumière du jour, parce qu'il n'y a pas l'immeuble code du travail. Et le back-office, c'est celui qui était derrière le manager et qui avait la lumière artificielle des néons. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça, mais je pense que clairement, on oublie de dissocier dans le bureau post-Covid typiquement, justement, le type de collaborateur, le type de fonction qu'on exerce au bureau. On a l'impression de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Je suis désolée, mais dans un bureau, il n'y a pas un même pied d'égalité. Vous pouvez avoir des grandes tours de bureau à la Défense, des grands sièges sociaux. Tous les employés de bureau n'ont pas le même statut, n'ont pas les mêmes besoins. Et bien évidemment, souvent, on a des enquêtes de satisfaction des bureaux, principalement menées par des clients ou des directeurs ou des dirigeants, et très peu en fait par les salariés. C'est pour ça que je pense que c'est important. En tout cas, nous, on l'a voulu enquêter sur ces usagers de bureaux qui sont les usagers qui vont tous les jours au bureau, normalement, qui avant le Covid allaient tous les jours au bureau, et de voir si, avec la crise de Covid, ils auront encore envie d'aller tous les jours au bureau, et ils auront encore envie d'aller au bureau avec les mesures de télétravail. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que tout le monde n'a pas envie du télétravail. Et ça, c'est quand même important, parce qu'on n'entend que ça en ce moment. Le télétravail va révolutionner les choses, et que du coup, eh bien, il faut adopter des mesures d'espace de bureau qui soient économiquement, financièrement compatibles avec ces mesures sociales de télétravail. On a vu que très largement, les gens veulent revenir au travail, veulent aller travailler. Ça, oui, je pense que nous ne sommes pas les seuls à le dire. D'autres enquêtes le montrent très clairement. Il y a une envie d'aller au bureau, dans l'espace d'avant, de retrouver ce même espace et de revenir au bureau, parce que le bureau est un lieu d'ancrage, un lieu de culture de l'entreprise. On le savait déjà avant. Donc, et on a eu cette vague, je dirais juste avant, on a eu cette vague du flex et du coworking et de l'économie numérique, où beaucoup d'entreprises se sont dit, mais il y a du positif dans cette économie numérique, clairement, les outils le permettent, et on a l'impression d'une liberté, d'une flexibilité, certes, et donc l'entreprise beaucoup plus rigide qu'une start-up s'est dit, mais pourquoi nous, on ne l'adopterait pas au sein de nos organisations? Sauf que il y a
toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Donc, il y a eu un mouvement, une lame de fond par rapport à ça, et paf, la crise du Covid est arrivée. Je pense que les réflexions sont encore à mener et on a eu beaucoup trop comment on va dire, on a un peu le tout et son contraire actuellement sur les réseaux sociaux, sur le net, bien évidemment. Et je pense que l'immeuble de bureau n'est pas mort, si vous vouliez avoir ma réponse sur cette question. Alors, moi, j'ai une question, justement, vous dites que le bureau n'est pas mort. Cependant, on voit quand même beaucoup de bureaux, d'immeubles de bureaux se construire depuis des années, qui sont souvent restés vides. Euh, alors, c'est une tendance qu'on observe hein, et qui ne va pas en s'améliorant avec la crise du Covid. Ça fait 3 ans maintenant que la Maison de l'Architecture a lancé le, le- le- le concours, enfin, le prix de la conversion de bureaux en logement. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va continuer? Les bureaux, on va continuer à construire des bureaux qui vont se vider malgré Alors là, ça me cette fait prise de sourire. conscience maintenant ou... Ça me fait sourire parce que ces bureaux, vous dites vides, c'est normal qu'ils soient vides puisqu'ils sont montés. Attendez, le montage d'une opération de bureau n'est pas le montage d'une opération de logement ni de commerce. Le montage d'une opération de bureau prend du temps, il y a des agréments, il y a des autorisations administratives qu'il faut lever, il y a des recours qu'il faut lever, c'est très long. Donc, au moment où on prend la décision financièrement de monter une opération et le moment où elle est livrée, il peut y avoir du temps. Donc, en général, si une opération de bureau est livrée en blanc, c'est que généralement, les opérateurs immobiliers qui ont passé ces crises qu'on a vues, donc ça, ils viennent pas comme ça en disant, tiens, si je faisais une opération de plusieurs milliers de mètres carrés de bureau et je regarde. Donc, s'ils prennent le risque locatif, c'est qu'ils l'ont étudié. L'investisseur immobilier et aujourd'hui les investisseurs sont formés, ont tous des connaissances sur tous de programmes d'enseignement supérieur et donc ils ne lancent pas les opérations comme ça. Alors ils peuvent et puis deuxièmement, il y a une très grande compétition. Il faut savoir je pense que beaucoup d'architectes l'oublient, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui cherche à s'investir dans l'immobilier, surtout en ces périodes instables où les marchés financiers ne sont pas très rassurants. Il y a beaucoup d'argent parce que les capitaux sont faciles à lever. Il n'y a jamais eu autant d'épargne de ménages. Il n'y a jamais eu autant d'épargne dans le monde qu'il faut placer, collecter et placer. Et bien sûr, même si on veut placer qu'une faible proportion de cette épargne dans l'immobilier, c'est énorme. Or, il n'y a pas assez d'immeubles. Donc, les opérateurs lancent des opérations et se disent, bon, on verra bien. Et généralement, ils prennent ce risque locatif, ils ne vont pas le prendre au fin fond de la campagne, dans toute une toute petite ville perdue en pleine campagne pour lancer une opération de bureau. Généralement, elles sont lancées là où le risque locatif est le plus faible. Et notamment dans Paris, il n'y a pas vraiment de risque locatif. Et la vacance est très faible, ce qui est vraiment très alarmant, contrairement à ce qu'on peut dire. La vacance est faible et vous voyez, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que en 85, la vacance était excessivement faible puisqu'on n'avait pas le droit de construire des bureaux dans Paris à cause de la mesure de l'agrément qui était interdite depuis 55. Donc 30 ans d'interdiction de construction de bureaux dans Paris. Avec l'espace Schengen, brutalement, et l'arrivée des multinationales, toutes les villes se font concurrence et là, Paris ne peut pas mettre à disposition une offre locative de bureaux. Donc, il est important de comprendre, pour que ce soit les collectivités locales, les décideurs économiques, qu'il est important d'avoir une vacance minimum, ce qu'on appelle une vacance naturelle. Et que donc, tout immeuble de bureau vide n'est pas à déconsidérer, à dire qu'il faut automatiquement le transformer en logement. Après, il faut voir quel type d'opération. Est-ce que ce sont des opérations d'État où l'idée, c'est de valoriser, surtout, comme vous le savez bien, on le voit partout, l'idée aussi, c'est d'économiser de l'argent, puisque derrière, il y a du foncier qui coûte énormément cher, qui est très valorisé. Donc, c'est de sortir les immeubles d'un contexte parisien où il y a un manque d'immeubles de logement, pour construire des bureaux plutôt en grande périphérie, voire dans d'autres villes, dans d'autres métropoles. Donc, je dirais que vraiment la transformation du bureau en logement, ce n'est pas un sujet comme ça en général, c'est un sujet qui est à prendre avec précaution selon les secteurs, selon la localisation, selon est-ce que c'est du back-office, pas du back-office, etc. C'est beaucoup plus Alors, vous êtes complexe. avec l'architecture, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous avez des questions à poser à Ingrid Napi, n'hésitez pas, vous pouvez le poser en commentaire et je lui adresserai la question. Moi, j'ai une question, c'est justement, vous êtes avec des architectes et ce que je constate, c'est que on va dire que la forme du bureau change. Là, en tout cas, l'aménagement intérieur change
à chaque Bien fois au sûr. fur et à mesure des crises et des événements. Et le bâtiment, lui, il peut rester pendant des années. Est-ce que vous avez, je sais pas, une recommandation à faire aux architectes ou en tout cas une envie un besoin à exprimer aux architectes sur une flexibilité par rapport au bâtiment lui-même? Est-ce qu'il doit pouvoir se recloisonner, se décloisonner? Est-ce que sa largeur de 18 mètres, puisque c'est à peu près un standard, 18 mètres d'épaisseur, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas assez, au contraire, est-ce que c'est trop contraignant? Est-ce que ça laisse pas assez la place à la flexibilité sur l'aménagement? Vous avez la réponse dans votre question, en fait. Bien C'est un peu, évidemment, mais l'immeuble doit être aujourd'hui réversible. Je pense que ça vaut aussi dans la qualité des matériaux de construction. On parle de l'empreinte écologique du bâtiment, on parle d'économie verte, de recyclage des matériaux, etc. Aujourd'hui, concevoir un immeuble de bureau, on le voit bien avec ce qu'on voyait dans les pays asiatiques d'impression en 3D, où on peut construire un immeuble de bureau comme on produirait une automobile aujourd'hui. Évidemment qu'il faut penser à l'avenir pour des solutions beaucoup plus flexibles où on peut même, alors c'est vrai que ce n'est pas trop d'actualité aujourd'hui de démolir pour pouvoir reconstruire, donc pouvoir réaménager facilement et de pouvoir transformer des immeubles en fonction de l'usage. Et puis surtout, comme on le voit actuellement, dans la possibilité de migration de population, on est sur des phénomènes pas courants, mais on voit bien qu'il y a un phénomène d'exode potentiel. Il faut le vérifier, il faut le mesurer, il faut que les géographes économiques ils s'intéressent à ça, mais il faut du temps pour faire parler les données. C'est de voir si, en effet, il faut autant de bureaux dans des quartiers où jusqu'alors on en produisait peut-être trop. Ça, ce sont des questions, des réflexions importantes à avoir. et Mais justement, concernant l'immeuble, bien évidemment, qu'il doit être réversible aujourd'hui. on voyait sur vos différents slides qu'il y a quand même un engouement pour des petits bureaux partagés, hein, Oui, ça qui est désiré aujourd'hui. Est-ce que le paquebot de 5000 m², en général, maintenant, aujourd'hui, quand on a un immeuble de bureau, c'est minimum 5000 m², c'est 8000 m² d'un seul tenant. Est-ce que ce genre de modèle économique est révolu? Est-ce qu'on va vers un éclatement en petites entités qui peuvent, je sais pas, peut-être plus s'insérer dans les quartiers, dans les villes? Est-ce que c'est quelque chose qui paraît réaliste pour vous? c'est ce qu'on appelle déjà les immeubles aujourd'hui, les espaces de corpo-working à proximité des gares, etc. Beaucoup plus de flexibilité. Je reste Plus néanmoins, moi, petit aussi? pardon? Plus petit, peut-être? Oui, mais je pense quand même, et ça c'est par rapport à ce que j'ai vu dans les années 80, quand je commençais à travailler sur le marché des bureaux, et notamment l'arrivée des multinationales, de nouveaux besoins. Là, le Brexit peut aussi faire changer les choses. C'est au-delà de l'effet multinational avec des grands besoins de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, c'est tous les services qui vont autour, qui Oui, gravitent c'est ça, autour. Et on voilà. l'oublie. Et quand vous reprenez aujourd'hui l'implantation de cabinets d'avocats d'affaires internationaux ou de cabinets de recrutement RH, je suis désolée, mais ces personnes ne travaillent pas en coworking. Donc, elles ont besoin d'avoir des bureaux de réception, des bureaux avec des… Même si chaque avocat d'affaires travaille certainement chez lui et a la capacité de télétravailler, je pense que néanmoins, il faut toujours garder à l'esprit, en tout cas pour Paris, je ne parle pas des autres villes, je pense que Paris reste une capitale, vous savez, ces villes globales, ces villes-mondes de Saskia Sassen, c'est-à-dire des villes internationalement parlant qui ont toujours besoin d'avoir un vivier de talent, mais également un vivier de mètres carrés. Donc ça reste indispensable. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on l'a bien vu avec l'annonce récemment de la fermeture de certaines lignes aériennes internes au profit du rail, ce qui est une très bonne chose d'un point de vue de l'empreinte carbone. Ceci dit, ça veut dire qu'on va davantage circuler dans Paris donc il y aura beaucoup plus de mobilité dans Paris et donc à Paris va avoir ce caractère attractif des espaces de bureaux. Alors, en effet, certainement dans des espaces de co-working autour des gares, et notamment montés par les gares, par la SNCF, espace ferroviaire, mais également des bureaux classiques, parce que je pense qu'une fois qu'on aura fini cette crise du Covid, on n'aura qu'une envie, c'est de revenir comme avant, en mieux, mais comme avant, et d'éviter tout ce qui a été synonyme de la crise sanitaire. Vous savez, c'était les périodes euphoriques d'après-guerre
où on n'a justement pas envie de se remémorer la guerre, eh bien c'est la même chose. Ces périodes, c'est comme une guerre qu'on mène actuellement contre un virus. On n'a pas du tout envie de revivre les mêmes espaces de travail que pendant le Covid. On aura envie de nouveau. Et ce nouveau, il est à inventer. Ce n'est pas forcément ce qu'il y avait avant. Merci. Écoutez, alors au niveau des questions, je ne sais pas si les auditeurs ont d'autres questions. Moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé cette enquête parce que c'est vraiment très intéressant. Les résultats sont même étonnants et je trouve que ça nous permet d'avoir une vision un peu actuelle du bureau. C'est très instructif pour les architectes et pour les différents maîtres d'ouvrage qui sont là, qui nous regardent et qui ont certainement une autre manière de voir Oui, le coworking, enfin, pardon, l'espace de travail. l'espace de travail. Oui, ne parlez pas que de coworking, mais c'est Non, un non. sujet à la mode. Ouais. Justement, je vous rappelle quand même que cette enquête que vous pouvez trouver sur Internet, et surtout la nouvelle qu'on attend avec impatience, donc elle est en cours actuellement, donc tout le monde peut y répondre. L'objectif, c'est vraiment d'étudier tout espace de bureau en France entière. Pas que parisien, par secteur d'activité, par taille et par statut de l'usager de cet espace de bureau. Donc voilà, donc ben oui, vous pouvez laisser peut-être ça parce que justement, c'est également sur mon profil Twitter et sur mon profil LinkedIn, donc vous retrouverez le lien, mais également bien sûr sur celui de la chaire Workplace Management. Vous tapez chaire Workplace Management ESSEC et vous trouverez toutes les informations. Un petit Je mot vous de remercie conclusion beaucoup. pour pour votre public, le public d'architectes et de maîtrise d'ouvrage qui nous écoutent là, sur le bureau. Les besoins sont nouveaux et on dissociera les besoins de la crise de post-crise, évidemment. Très bien. Bah, écoutez, je remercie beaucoup en tout cas pour ces témoignages et pour cette étude qui nous a permis de mieux comprendre, je pense, la manière du bureau et puis surtout de répondre un peu à des idées reçues qu'on avait et puis des conclusions un peu hâtives en se disant, ça y est, tout le monde va adorer le télétravail et Non, on pas va du changer la tout. manière de faire des logements, on va mettre des bureaux dans les logements. Je pense qu'effectivement, les gens veulent du bureau. Ils Je veulent… pense que les bureaux dans le logement, c'est une bonne idée, mais pas pour tout le monde, et que justement, ça va être significatif de la crise, et qu'on n'aura qu'une envie, une fois que la crise sera passée, de ne pas revivre ce qu'on a vécu dans la crise. Et ça, c'est mon intime conviction. En tout cas, je vous invite à regarder les résultats, à parcourir les résultats de manière synthétique qu'on donnera au grand public dès le mois prochain. Très bien. Un grand merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour votre intervention. D'ici là, moi, je vous souhaite un bon confinement ou en tout cas bientôt la fin. Et je vous donne rendez-vous le 10 mai à 13 heures pour un entretien avec Tom Benoît pour parler de l'intelligence artificielle dans l'architecture. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir cet entretien sur cette page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour continuer à écouter ces voix inédites. À bientôt. Merci. Merci.